Bonjour Marie-Lise Léon. Bonjour. À partir du 1er décembre, les distributeurs de carburant vont pouvoir exceptionnellement vendre à perte et ce pendant 6 mois. Vous saluez la décision pour faire baisser les prix à la pompe ? C'est une décision qui effectivement peut intéresser les consommateurs. Je pense que c'est positif. La question, c'est que c'est quand même du très très court terme. Et l'enjeu aujourd'hui, il est de savoir, notamment en termes de transformation écologique et de transition écologique, comment on fait pour changer de modèle. Donc j'espère qu'aujourd'hui, il y aura des annonces sur la planification écologique, il y aura des mesures à la hauteur des enjeux du moment. Mais il faut agir dans l'urgence pour sauver le portefeuille des Français, vendre à perte le carburant, au risque de faire disparaître les petits acteurs qui n'ont pas les reins assez solides. On dit c'est tant pis ? On dit que là, on pense aux consommateurs. Après, il faut voir effectivement, auprès des différents acteurs, comment tout le monde peut absorber cette disposition. Donc voilà, après, c'est là qu'on voit l'enjeu, de penser un peu plus loin que des mesures par à-coup, je dirais presque à la petite semaine. Donc on a besoin d'avoir une vision un peu plus globale de cet enjeu de transition écologique. On vous pose la question carburant, pouvoir d'achat, vous nous dites planification écologique, il y a une contradiction entre Pas du tout, parce qu'en fait, on ne fera pas de transformation écologique sans justice sociale. Et là, on est exactement au cœur du problème d'un modèle avec des énergies fossiles, dont on sait qu'il faut qu'elles restent sous terre, et un enjeu de pouvoir d'achat. Et si on ne concilie pas les deux, on n'y arrivera pas. Mais donc, vous n'êtes pas en train de nous dire qu'il vaudrait mieux que les prix du carburant restent hauts ? Alors, moi, je pense qu'il faut qu'on ait une vision un peu plus globale avec comment on fait en sorte de changer les modalités, l'utilisation de ces carburants et comment on fait en sorte d'aller vers une transition pour une économie bas carbone. C'est ça l'enjeu. Et aujourd'hui, voilà, on se focalise sur ces prix du carburant. Ça prend un peu plus de temps. Ça prend du temps. Les Français aujourd'hui, ils disent « moi, j'ai besoin de mettre le plein pour aller au boulot ». Ça, effectivement, mais depuis la crise des Gilets jaunes, on n'arrête pas de dire qu'il faut concilier transition écologique et justice sociale. Voilà, ça fait 8 ans aujourd'hui. Ça fait 5 ans, pardon, c'était en 2018, pardon. Donc, voilà. J'aime beaucoup une expression de Jean Jouzel qui s'exprimait ce week-end en disant il faut arrêter de dire « hâtons-nous lentement ». Enfin, il y a un enjeu d'urgence. On sait que les conséquences vont être dramatiques. Les enjeux de la transition écologique vont toucher d'abord les personnes les plus précaires. Il va y avoir des changements dans les modes de consommation, les modes de vie, les modes de travail, les modes de production. Et c'est aujourd'hui, Marie-Lise Léon, qu'il faut pouvoir. Avec le gouvernement qui dit, bon, en plus, pour des questions écologiques et en plus pour des raisons budgétaires, on ne va pas faire de ristourne comme on a pu le faire dans le passé. On ne va pas baisser les taxes non plus. Non, mais là, il y a un enjeu. Alors, la question d'autoriser les ventes à perte, elle peut répondre à un enjeu de très court terme. La difficulté, et l'un des inconvénients aussi, c'est que ça ne concerne... Il n'y a pas de ciblage, c'est-à-dire que ça va concerner l'ensemble des consommateurs qui utilisent du carburant. Il vaudrait mieux des chèques ciblés sur des personnes à bas revenus. Nous, c'est ce qu'on avait porté. On nous a dit, c'est pas possible, on peut pas faire du ciblé, etc. Lorsqu'il y a eu des primes... il y a eu la prime les gros rouleurs. Sauf que, comme ça n'était pas ciblé, on s'est rendu compte que ça avait d'abord bénéficié à ceux qui avaient les moyens de éventuellement absorber une hausse du carburant. Donc, voilà. Ça fait partie des points importants, cette question du ciblage des aides, et que ça puisse bénéficier à ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui ont besoin d'être soutenus pour cette transition écologique. Et j'espère que dans les annonces qu'il y aura cette semaine, il y aura des éléments extrêmement concrets et une vision sur qu'est-ce que le gouvernement a comme ambition et comme vision de société en termes de planification écologique. Est-ce que l'urgence, ça appelle de la radicalité ? Je dis ça parce que Fabien Roussel, l'autre jour, à votre place, disait qu'il faut envahir les stations-service et les préfectures. L'urgence, elle implique de la radicalité au sens de changement profond. Quand je dis qu'on a besoin d'une transformation écologique, c'est l'ensemble de notre modèle de développement qu'il faut revoir. On associe souvent radicalité et violence. Moi, je suis pour des changements en profondeur, jamais dans la violence. Donc pas de la même manière que Fabien Roussel qui dit faites-vous entendre. C'est de la légitime défense face à l'inflation et un gouvernement qui ne fait rien en face.
Vous n'êtes pas sur cette position-là? Alors, je ne sais pas si je ne sais pas ce qu'il entend exactement par faites-vous entendre. Faites-vous entendre, c'est exactement le rôle d'une organisation syndicale. Nous représentons les travailleurs et les travailleuses qui ont des difficultés. Et la difficulté numéro 1, c'est la question du pouvoir d'achat en ce moment. Donc, on se fait les porte-voix dans un cadre qui doit permettre d'ouvrir le dialogue, faire des propositions, trouver des solutions. Mais la crainte d'une révolte de la faim, pardon, c'est encore Fabien Roussel qui disait ça, vous le présentez aussi sur le terrain? Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de difficultés, difficultés à boucler les fins de mois pour beaucoup de salariés qui n'ont pas eu les augmentations de salaire qui ont été, qui leur permettent d'avoir un maintien de pouvoir d'achat lié à l'augmentation de l'inflation. Quand vous avez 18% d'inflation sur les prix de l'alimentation en 2 ans, des salaires qui n'évoluent pas, parce que dans certains secteurs, ça évolue, dans d'autres, ça n'évolue pas du tout. Il y a des négos de branche qui sont totalement à l'arrêt. Donc oui, les difficultés, elles sont bien concrètes et bien réelles pour beaucoup de monde. La négociation sur les salaires, on va en parler juste après le fil info. Mais vous savez, sur l'inflation alimentaire, la ministre déléguée au PME, au commerce et à l'artisanat, Olivia Grégoire, propose que des cours de cuisine soient dispensés à l'école. Il faut réapprendre à cuisiner les produits bruts pour éviter d'acheter ce tout prêt beaucoup plus cher, dit-elle. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense pas grand-chose. Je pense que c'est pas à la hauteur des enjeux du moment. Voilà. Je ferai pas plus de commentaires sur cette... C'est une proposition gadget. Je trouve dommage qu'il n'y ait que ce type de réponse qui soit apportée. Elisabeth Borne doit présenter cet après-midi aux associations son plan de lutte contre la pauvreté. Il y a plus de 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Quelle est la première urgence pour la CFDT à laquelle il faut s'atteler ? Première urgence, c'est revalorisation des minima sociaux. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre avec le RSA. Je rappelle que c'est 607 € par mois. Il y a besoin de revaloriser. Il y a besoin à hauteur de l'inflation. Il y a au moins, oui, à hauteur de l'inflation. Enfin, on est dans une situation extrêmement critique. Vous parliez de 9 millions de pauvres, des 2000 enfants qui dorment dehors. Enfin voilà, il y a un enjeu. C'est un vrai défi de notre société de pouvoir répondre à cette question de solidarité nationale. Et j'espère que ce plan pauvreté sera un vrai plan de solidarité et pas un plan de charité comme on a pu entendre précédemment. Marie-Lise Léon, secrétaire nationale de la CFDT, vous restez avec nous. On va parler des négociations sur les branches, les négociations salariales. Dans quelques instants, ce sera juste après le fil info Maureen Suignard à 8h40. Gérald Darmanin en Italie dès aujourd'hui, déplacement à Rome du ministre de l'Intérieur alors que la crise migratoire est particulièrement vive ces derniers jours. 11 000 migrants sont arrivés sur l'île italienne de Lampedusa et l'Italie accuse ses voisins européens de ne pas l'aider suffisamment. Les industriels auront l'obligation d'indiquer de manière claire s'ils réduisent la quantité de leurs produits tout en maintenant les mêmes prix dès le début de l'année prochaine, annonce ce matin de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. La pratique s'est développée ces derniers mois avec la très forte inflation. C'est une première en France. Les parents de Marie, 15 ans, qui s'est suicidée il y a 2 ans, attaquent TikTok, notamment pour provocation au suicide. L'adolescente avait publié une vidéo sur le réseau social chinois pour exprimer son mal-être. L'algorithme a ensuite proposé de nombreuses publications de ce type. L'Angleterre fait un pas de plus vers les quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby. Victoire 34-12 face au Japon hier. Les Fidji se sont aussi imposés 22-15 contre l'Australie. Presque 70 ans qu'ils n'avaient pas battu les Wallabies. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT. Emmanuel Macron a annoncé la tenue le mois prochain d'une conférence sociale dont on n'a pas encore la date. Ce ne sera pas une conférence sur tous les salaires, mais uniquement sur les bas salaires, ceux qui n'atteignent pas le SMIC dans plusieurs branches. C'est déjà ça ? C'est déjà ça. Après, nous, on a fait part des sujets qu'on souhaitait voir abordés dans cette conférence sociale. Donc, on verra après en fonction des modalités d'organisation. Il y a un enjeu effectivement sur les bas salaires. Les bas salaires, c'est des personnes qui sont au SMIC et qui ne voient pas qui n'ont pas d'évolution de carrière, et notamment dans des secteurs qui ont beaucoup donné pendant le Covid, ce qu'on a appelé les travailleurs et les travailleuses de la deuxième ligne, dans le secteur de la grande distribution, du nettoyage, de la sécurité privée. Et aujourd'hui, c'est inacceptable qu'il y ait des personnes des travailleurs qui peuvent avoir une évolution de coefficient
mais tous les ans, ils ont une évolution, mais il n'y a pas de reconnaissance salariale parce que tout est tassé vers le bas. Les basses grilles ne permettent pas d'avoir des vraies évolutions de salaire. Ça, c'est totalement inacceptable. Justement, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, dit qu'on assiste à une smigardisation de la société. C'est-à-dire qu'effectivement, les salaires se tassent au niveau du SMIC. Le patron du MEDEF, Patrick Martin, nous a expliqué pourquoi. Il était à votre place il y a quelques jours. Pour lui, c'est la faute aux cotisations sociales. Écoutez. Sur les très bas salaires, on est redevenu compétitif. Mais par exemple, si vous montez à 2 fois le SMIC, les entreprises françaises payent 16% de plus que les entreprises allemandes pour un poste équivalent. Quand vous montez à 5 fois le SMIC, c'est 30%. Donc c'est compliqué, mais c'est notre responsabilité qu'on trouve le bon compromis, le bon réglage entre les attentes des salariés et puis la compétition à laquelle on est confronté. Alors, comment on s'en sort? Avec plus d'exonération de cotisations sociales pour permettre aux entreprises d'augmenter les salaires sans que ça pèse lourd dans leurs finances? Non, je pense qu'il y a un vrai sujet autour de la question de ces exonérations de cotisations sociales qui font que c'est intégrés dans le fonctionnement et dans le modèle économique de certains secteurs entiers et qui sont complètement captifs et addicts à ces exodes de cotisations. Mais alors du coup, on fait quoi? Donc c'est pas durable. Donc c'est tout l'enjeu justement de la discussion de la conférence sociale. Que va proposer la CFDT? Ça n'est pas tenable. Donc il faut regarder comment et c'est certainement pas en augmentant le nombre d'entreprises qui bénéficient de cotisations d'exonération de cotisations sociales que ça va fonctionner. En parallèle, on est dans un système de protection sociale qui a besoin de recettes. Donc l'équation, elle ne peut pas être de dire on exonère de plus en plus les entreprises de ces cotisations. Donc il faut remettre à plat, je pense que c'est tous ces éléments. Et puis il faut que les employeurs ils prennent leurs responsabilités. Quand à un moment, avec ces augmentations salariales, de dire c'est pas possible, les entreprises ne peuvent pas, on se tourne vers l'État, il faut plus d'exonération de cotisations, c'est irresponsable. Mais eux disent on n'a pas les moyens en fait. On ne peut pas augmenter les salariés si les charges sont trop importantes. Les cotisations, c'est du salaire différé, donc ça c'est déjà important de pouvoir aussi différencier ces éléments, mais moi, je pense qu'il y a un sujet sur lequel il va falloir qu'on puisse discuter aussi dans cette commission, enfin dans cette conférence sociale, c'est la question du partage de la valeur. Il y a quand même des entreprises qui ont fait largement des profits pendant notamment la crise Covid, je pense aux laboratoires médicaux. C'est un secteur d'activité, il y a 8 coefficients sur le SMIC. C'est-à-dire que la négociation, elle ne fonctionne pas dans la branche. C'est inacceptable. Les entreprises qui ne jouent pas le jeu, qui donnent des mandats pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de discussion dans les branches. Alors comment on fait avec elles? Nous, on leur dit, vous bénéficiez d'un certain nombre de cotisations. Si vous ne jouez pas le jeu, vous avez encore des coefficients sous le SMIC, vous ne bénéficiez plus de ces exonérations. Et vous pensez que le gouvernement va vous suivre là-dessus? Parce qu'il dit, le sujet est sur la table, ça veut dire que... Le sujet est sur la table. À chaque fois, on m'a répondu que juridiquement, c'était compliqué. Moi, je ne veux pas en entendre parler. C'est pas une réponse politique. Politiquement, c'est quoi la vision du gouvernement lorsqu'il y a des employeurs qui ne jouent pas le jeu et qui laissent des salariés qui ont des évolutions de carrière rester au SMIC? On appelle ça le plancher collant. Il y a des personnes qui font toute leur carrière au SMIC, c'est inacceptable. Ce que vous dites, c'est que c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que pas d'exonération de charges pour les branches ou les entreprises qui n'acceptent pas d'augmenter les impôts. C'est du donnant-donnant. Les salaires. C'est un enjeu démocratique. C'est un enjeu démocratique. On parle de recettes pour notre système de protection sociale. Je pense qu'à minima, que les entreprises, qu'elles aient des comptes à rendre sur ce point de vue, je pense que c'est important. Marie-Lise Léon, lors de cette conférence sociale, vous demandez aussi à aborder la question de l'égalité homme-femme. Lors de cette réunion à ce sujet, la Cour des comptes pointe l'absence de stratégie nationale globale, un bilan mitigé sur le plan professionnel. Vous avez des propositions pour améliorer la situation au travail? On a des propositions sur cette égalité salariale. Il y a tout l'armada juridique existe. Il y a juste pas appliqué. Les mesures ne sont pas appliquées. Il y a peu d'indicateurs. Ou alors ils éclairent pas vraiment la situation, la réalité de ce qui se passe dans les entreprises. Aujourd'hui, il y a un index, ça peut être une bonne idée, on voit que ça fonctionne pas comme ça fonctionne pas. On a ce qu'il faudrait faire, c'est que l'ensemble des entreprises soient couvertes. Aujourd'hui, 25% seulement des salariés du privé sont couverts par le fait que les entreprises doivent rendre des comptes avec cet index d'égalité. Il faut le rendre obligatoire pour tous. Il faut le rendre obligatoire, il faut durcir les critères. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop souple et les entreprises peuvent, avec afficher un score satisfaisant, se sentir dédouanées de tout effort et de toute action pour pouvoir rétablir cette
cette égalité ou lutter contre cette inégalité. Il faut qu'on parle d'immigration. Le gouvernement prépare un texte pour cet automne et la droite essaie de trouver, le gouvernement essaie de trouver un compromis avec la droite sur la mesure qui consiste à régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. La position de la CFDT, c'est quoi là-dessus ? C'est qu'il faut traiter cette question résoudre cette question des travailleurs sans papier. Et quand je dis résoudre cette situation, c'est qu'on parle d'hommes et de femmes. Ça veut dire qu'il faut les régulariser dans ces secteurs en tension. Alors, il y a la question des métiers en tension, et puis il y a tous les travailleurs sans papier qui travaillent, qui ont donc une activité, qui payent des impôts, des cotisations, et à qui on dit qui sont dans une extrême précarité parce qu'ils n'ont pas, leur situation administrative n'est pas stabilisée. Il faut des moyens pour pouvoir accueillir de façon administrative correctement ces travailleurs. Ça, c'est une chose, mais est-ce qu'on les régularise ? Est-ce qu'on les régularise, par exemple, dans la restauration, dans le bâtiment ? Il existe des critères de régularisation. Il faut qu'il puisse y avoir un traitement des moyens qui soient attribués pour pouvoir accueillir dignement ces personnes d'un point de vue administratif. Et nous, on est... Alors, la question d'une immigration qui serait à partir de listes, c'est pas notre vision. L'immigration choisie, notamment. L'immigration choisie, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais aujourd'hui, il y a un enjeu. Si je réponds à votre question, oui, il faut régulariser les travailleurs sans papier. Vous auriez signé, par exemple, le texte de plusieurs J'aurais signé. députés. Il ne dit pas tout à fait, d'ailleurs, que ça ne concerne que les métiers en tension. Mais c'est tous ceux qui travaillent. C'est tous ceux qui travaillent. Donc, si on commence par les métiers en tension, ok, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas oublier tous les autres qui ont besoin d'avoir une réponse et qui ont besoin d'être reconnus. Mais vous entendez ce que dit la droite et l'extrême droite, c'est un appel d'air de permettre ces régularisations. C'est pas un appel d'air, non, c'est pas vrai. C'est 400 000 personnes. On est 67 millions de Français sur le territoire. On parle de 400 000 personnes. Les employeurs disent on n'arrive pas à recruter. Les gens travaillent. Ils ont une vie. Ils sont installés en France pour certains depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et les laisser dans cette précarité, c'est pas digne. Pour vous, la France a besoin d'immigrés pour faire tourner ses entreprises ? Non, pas forcément. Mais ces personnes-là sont présentes. Elles travaillent. La moindre des choses, c'est qu'on les respecte et qu'on respecte leur dignité. Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT, et l'invitée du 8h30 France Info ce matin. On va vous retrouver juste après le fil info à 8h50. Maureen Sfignard. Les distributeurs de carburant pourront vendre à perte dès le 1er décembre prochain, et cela pendant 6 mois. Précision donnée par le ministre de l'économie ce matin. C'est positif, mais c'est du très très court terme alors que l'on parle de transition écologique. Réagit sur France Info Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT. Et justement ce matin, Elisabeth Borne présente plusieurs mesures de sa planification écologique. Les chefs des partis sont conviés à Matignon ce matin. Le bonus-malus pour les voitures et MaPrimeRénov' devrait évoluer. Attention si vous vous trouvez dans les départements de la Drôme et de l'Ardèche, de fortes pluies prévues. Vigilance orange en cours aussi pour des risques d'orage. C'est le 7e record du monde pour le Suédois. Armand Duplantis bat son propre record d'1 centimètre. Le champion olympique du saut à la perche a sauté à 6,23 m. Il n'a que 23 ans. Pas de record par contre pour la France. En tennis, les Français sont éliminés de la Coupe Davis par les Britanniques. France Info. Le 8h30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon. Une honte, c'est par ce terme que le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a qualifié la lettre du rectorat envoyée aux parents de Nicolas, cet adolescent qui s'est suicidé juste après la rentrée scolaire avec ses parents. Il se disait victime de harcèlement. En retour, le rectorat les a enjoints à adopter, je cite, une attitude constructive et à éviter les dénonciations calomnieuses. Quelle est votre réaction ? Je partage ce que dit l'expression du ministre de l'Éducation nationale. C'est une honte d'avoir ce type de réaction administrative à un drame que vit une famille et qui a alerté, qui a souhaité avoir du soutien et à qui on a répondu de façon aussi brutale et administrative. Je trouve c'est inacceptable et que le ministre aujourd'hui prenne la question à bras-le-corps me semble une bonne chose et extrêmement importante. Mais comment vous expliquez cette froideur ? C'est quoi ? C'est du corporatisme ? C'est un excès de bureaucratie ? Je ne connais pas le fonctionnement exact de ce rectorat et la façon dont il a été cet appel au secours a été traité. Mais
les conséquences sont, elles sont extrêmement graves. Et je pense que c'est important que le ministre de l'Éducation se penche sur ces fonctionnements et la façon dont le soin, la relation aux familles il est tissé à la fois avec le corps enseignant, le personnel qui travaille dans l'éducation nationale et les rectorats. Dans le cas de Nicolas, une enquête administrative est en cours. S'il y a eu faute, il doit y avoir sanction jusqu'au licenciement ? Alors ça, je ne sais pas, je ne connais pas le sujet exactement, enfin en tout cas le cas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas que ça se reproduise. Gabriel Attal réunit aujourd'hui donc tous les recteurs d'académie. Qu'est-ce qu'il faut leur dire dans ces cas-là ? Qu'est-ce qu'il faut dire à un secteur qui, par ailleurs, est lui-même en crise et demande régulièrement souvent des moyens ? Alors, je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale, ça ne vous aura pas échappé. Moi, ce que je sais des retours des enseignants qui sont dans mon organisation, du personnel administratif, c'est que la rentrée, elle est difficile. Il y a beaucoup de choses qui sont demandées aux enseignants. Il y a encore un manque cruel de personnel. Vous parliez de moyens, c'est aussi... des AESH on est dans un pays où les enfants en situation de handicap ne peuvent pas avoir accès à l'école parce qu'on manque de personnel. C'est totalement inacceptable. Donc, il y a vraiment un sujet autour de l'éducation nationale. Alors, il y a des discussions qui vont avoir lieu, et notamment sur les enjeux de revalorisation. Je pense qu'il est temps de prendre à bras-le-corps les difficultés dont nous font part le corps enseignant et l'ensemble du personnel de l'éducation nationale. Marie-Lise Léon, il y a un sujet dont on n'arrête pas de parler évidemment depuis maintenant plusieurs mois, c'est l'intelligence artificielle. On suit depuis quelques mois cette grève à Hollywood parce que les scénaristes, les acteurs craignent de perdre leur emploi. Mais en France, ce week-end, on a appris qu'une entreprise de la région parisienne allait licencier les 2/3 de son personnel. Elle invoque justement l'intelligence artificielle. Sont des salariés qui compilent des articles. Ce n'est qu'un début. Comment est-ce qu'on regarde ça à la place qui est la vôtre quand on dirige comme une grande centrale syndicale ? Je pense que c'est qu'un début, effectivement. Vous dire que l'horizon sera forcément tout noir ou sombre, ça, je peux pas je vais pas l'affirmer, mais intelligence artificielle, transformation numérique, c'est exactement les mêmes enjeux que sur la transformation écologique. On sait qu'on est face à des bouleversements extrêmement profonds du monde du travail. Et la question est, quand on en arrive à ces situations dramatiques de suppression d'emplois et de salariés qui se retrouvent au pied du mur et à qui on dit voilà la porte et l'entreprise ferme, on n'a pas d'autre choix. Moi, ça me met en colère parce que ça fait des années que sur les enjeux numériques, les enjeux d'écologie, on alerte sur le fait qu'il faut anticiper. On sait que ça va arriver. Mais on anticipe comment quand un ordinateur peut faire mieux qu'un humain ? Comment ? On anticipe comment quand un ordinateur peut faire mieux qu'un humain ? Alors, la question est de savoir aussi, c'est aussi un projet de société. Quelle est la place au non humain que l'on souhaite faire ? Lorsque ça vient modifier le travail, les métiers, les emplois, la question est de savoir quelle est justement la place de l'humain et qu'est-ce que ces humains deviennent. Et ça nécessite de l'anticipation, ça nécessite de travailler sur les enjeux de formation, de compétences, qu'elles soient individuelles ou collectives. Moi, je pense qu'on ne fera pas face à tous ces défis sans embarquer l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Et de dire qu'on va, comme on opposait transition écologique et justice sociale, il n'y aura pas d'évolution numérique du monde du travail sans que les hommes y prennent, et les femmes, bien entendu, prennent toute leur part. C'est là qu'il faut... On a connu déjà dans le monde du travail des évolutions extrêmement fortes. Sauf que là, c'est extrêmement brutal. Non seulement c'est fort, mais c'est très brutal, c'est très rapide. On n'en parlait même pas il y a un an encore. Alors, les enjeux d'intelligence artificielle, ça fait quand même quelques années qu'on en entend parler. ChatGPT a donné conscience à tout le monde de la puissance de ces outils. Moi, ce qu'il faut que les employeurs comprennent, c'est que plus on associera les travailleurs à ces évolutions, plus ils seront, plus le monde du travail fera face et personne ne restera au pied du mur ou sera mis sur le carreau. Aujourd'hui, c'est inadmissible de toujours considérer que les enjeux sociaux, c'est la variable d'ajustement.
C'est valable pour l'intelligence artificielle, c'est aussi valable pour les évolutions des modes de consommation. J'ai une pensée aujourd'hui pour les salariés de NAFNAF, qui est un groupe où il y a plus de 600 salariés qui sont menacés, puisque le groupe est en liquidation judiciaire. Enfin, quand on a des groupes comme ça qui n'anticipent pas des évolutions, c'est toujours les salariés qui trinquent. Et la question, elle est aujourd'hui de se dire comment on les associe en amont et comment on en fait un vrai débat dans l'entreprise. C'est un sujet sur lequel, en tout cas, nous, la CFDT, on est prêts à prendre notre place. Merci beaucoup, Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT, d'avoir été l'invitée de France Info ce matin.